On est de retour. Petite semaine de congé la semaine dernière qui a fait du bien. Yoann, j'imagine que toi, tu étais au travail 10 jours, là. 10 jours avant ton retour contre Jordan Mein à Calgary. Puis tu chômes pas, hein? Ben, plein d'opportunités. Puis c'est pour ça que t'es pas là encore en studio parce que monsieur est trop occupé, c'est ça? Ben, écoute, c'est drôle que tu dises ça comme ça parce que, tu sais, on en parlait il y a quelques semaines, puis j'ai eu mon opération au genou, puis ça a été un moment qui a été quand même difficile parce que quand tu te fais opérer au genou, tu deviens inactif, puis il n'y a rien pour un humain qui est pire qu'être inactif puis pas bouger. Pour Puis un athlète en mentalement, ça a été plus. très difficile. Exactement. Puis ça m'a coûté beaucoup de sous. Il est arrivé plein de péripéties autour de ça. Puis c'était quand même difficile personnellement, la vie à ce moment-là. Puis là, en ce moment, j'ai l'impression que tout va pour le mieux. Les opportunités s'offrent à moi, les contrats dans les écoles, les conférences. Puis j'ai eu une ouverture pour jouer pour avoir un rôle dans un film québécois. Donc ce matin, j'étais Excusez, vraiment là-dedans. pardon. On est très occupés, mais on est très contents. C'est des belles opportunités. Ça démontre, comme je dis autour de moi, que quand tu lâches pas de travailler, puis que tu y crois, puis que tu continues d'avancer, même quand c'est difficile, il y a des belles choses qui arrivent. Rapidement, là, avant de rentrer dans nos autres sujets, ton camp à 10 jours, là, il reste quoi à faire avant ton retour? Là? Il reste juste à se présenter puis à aller saigner Jordan Mein, man. Honnêtement, là, faut que je fasse attention parce que là, j'ai faim. J'y veux y aller. Je suis prête. J'ai envie de m'entraîner. J'ai envie de pousser la machine, mais il faut que je sois intelligent parce que le travail il est fait. Okay. Puis avec les expériences que j'ai dans le passé, si j'en fais trop en ce moment, avec la diète, avec le stress, le manque de sommeil, avec la petite à la maison qui fait pas toujours ses nuits, c'est là que je peux me blesser, que je peux tomber malade. Puis malheureusement, heureusement pour moi, mais moi je suis dans un gym à temps plein où est-ce que je donne énormément de cours avec les enfants, puis avoir 25 petits garçons, petites filles de 4 à 7 ans qui toussent autour de toi quand tu donnes le cours, c'est pas évident. Fait qu'il faut que je m'assure que mon système immunitaire, que ma récupération est optimale. Mais on est là, on est prêt. J'ai hâte de partir. Je pars ce dimanche pour être sûr de m'acclimater comme il faut là-bas parce que Calgary, c'est en altitude un petit peu, donc je veux pouvoir donner le temps à mon corps de bien s'habituer avec l'oxygène. Mais honnêtement, Ben, là, je suis très excité d'aller affronter ce gros combattant-là. T'as l'air en pleine forme, en tout cas, puis c'est sûr que le dernier droit va être très, très, très important. Puis merci d'être là, malgré tout ce qui se passe, malgré tous tes projets, parce qu'on a un gros, gros show pour vous. Bienvenue au SOS Podcast, tout le monde. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. SOS Podcast! Ah oui, au menu pour vous aujourd'hui, on va revenir sur le dernier gala de l'UFC. C'était pas samedi dernier, l'autre d'avant. Surtout pour parler de la performance de Marc-André Barriault dans une défaite, mais un gros bonus de performance pour lui. J'ai hâte de savoir ce que Yoann en a pensé également. On met la table, bien sûr, pour le retour de l'UFC. C'est à Houston en fin de semaine. En finale, Sean Strickland contre Anthony Hernandez. Honnêtement, en tant que fan d'arts martiaux mixtes, ce combat-là, j'ai très, très hâte de le voir. Deux des meilleurs poids moyens au monde. Et je m'attends vraiment à un jeu d'échecs. Deux gars vraiment durables. Deux athlètes vraiment intéressants, avec des styles un peu différents. Honnêtement, j'ai hâte de décortiquer ça avec vous. Et je leur ai parlé également aux deux cette semaine. Et beaucoup de nouvelles également dans le monde des arts martiaux mixtes, notamment le retour d'une certaine Ronda Rousey qui fait pas mal jaser. On va discuter de ça comme d'habitude à la fin de l'émission. Mais, tout d'abord, on retrouve Yoann. Mais Yoann, bon, comme tu pouvais pas venir en studio, il a fallu que je me trouve un plan B. Mais quel plan B? Jonathan Ramsey qui est à mes côtés, mesdames, messieurs, combattant québécois. Joe, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Et là, on est là parce que... en fait, t'es là parce que mardi, cette semaine, je regarde sur les médias sociaux, puis là, je vois une publication de notre chum Max Carabine qui dit « Prochain combat de Jonathan Ramsey à CFFC. Ouais. Ça se passe quoi? Le 27 mars prochain à Atlantic City. Ouais, à New Jersey. Ouais. Gros combat pour Joe Ramsey. Je te texte, je dis « Attends-tu de venir en parler au podcast? » Une minute après, appel vidéo de Jonathan Ramsey. Je dis, bon, sa réponse ne doit pas être juste oui ou non. Sinon, il m'aurait texté, il doit y avoir quelque chose de plus. Répond au téléphone.
Et là, Jonathan, on jase, il me montre sa maison complètement vide, plus un meuble là-dedans. Bref, on va parler de ton combat. Mais avant de parler de ton combat à CFFC, t'as pris une méga grosse décision, Jonathan. Écoute, j'avais une business, tu sais, j'ai déjà monté à 14 employés. J'avais 8 pendant un bout, 4 trucks, 9 trailers. Tu sais, ça roulait bien. Construction, là. C'est ça, une petite moyenne entreprise, là, tu sais, ça roulait bien. Puis, écoute, depuis 2 ans, comme le monde qui me suit un peu, j'étais à back and forth, Floride, Québec, puis une business à distance, c'est peut-être pas l'idéal, puis le stress que ça m'occasionne. J'avais de la misère à faire des bons... tu sais, je faisais des bons training camps, tout ça, mais c'est parce que j'allais me brûler, puis la business, c'était plus de quoi qui était dans mes... tu sais, j'étais comme, c'est pas là, je suis heureux. Je suis heureux dans le gym, je suis dans le meilleur gym au monde, avec les meilleurs au monde, de mes idoles que je regardais. American Top Team à Coconut Creek, tu sais, en particulier. Donc, j'étais comme, tu sais, c'est un rêve de TQ. J'ai 28 ans, le prime d'un homme, c'est 28-35, là, que t'es au sommet de ton pic sportif, je pense, là. Fait que j'ai dit, garde, faut que je le fasse. Désolé, mon sac, mais... C'est correct, fais-toi-en pas. J'ai dit, faut que je le fasse, je fais le move, tu sais. J'ai Dave Leduc aussi, qu'on connaît, là, d'un combat, qui a fait le move pour aller en Thaïlande, lui. En Birmanie, puis faire de la boxe birmane, ouais. Puis j'étais un peu chum avec au travers des séminaires, puis on s'est parlé avant mes combats, puis regarde, c'est une inspiration. Puis aussi au American Top Team, tout le monde me disait au niveau, tu sais, Danny Satabello, entre autres, Marvin Vittori, c'est quand ils ont fait le move de tout abandonner pour ça que ça a commencé à aller pour le mieux. Fait que j'ai décidé de vendre ma maison, vendre tous mes actifs dans la compagnie, puis partir avec moi et mes shorts puis mon vouloir en Floride. Donc, Jonathan Ramsey quitte le Québec, s'en va s'installer en Floride. On va parler de Marc-André Barriault tantôt. Marc-André a fait un peu la même chose. C'est à côté de chez nous, il est très proche. Ouais, exactement. Lui, il est installé en Floride également depuis plusieurs années. Vous êtes dans des gyms rivaux en plus. Je sais pas comment ça se passe, le Kill Cliff puis le ATT. Est-ce que c'est encore comme c'était auparavant? Oui, 100%. C'est encore la même chose, mais comme il y a des fighters, ça dépend, il y a des rivalités, là, tu sais, là, mais il y a des fighters qui, tu sais, on se croise à la plage. C'est ça, on est chum pareil, là. C'est une rivalité, mais comme il y en a qu'on est chum pareil. Johan, juste avant de te laisser poser une question à Jonathan, mais moi, ce qui m'intrigue, c'est... puis Johan, peut-être que tu pourras commenter là-dessus. Tu n'as pas d'enfant, évidemment, tu as ta conjointe, tu vas y aller avec toi, ta blonde? Ouais. Donc, vous partez ensemble. Pas d'enfant, peut-être que ça facilite un petit peu la chose aussi, mais quand même, tu sais, je sais que Marc-André, quand il est parti, il avait sa job, mais tu sais, c'était un salarié, tu sais. Mm-hmm. Toi, tu avais ta maison, tu avais ta propre entreprise, tu sais, laisser partir des employés, tout ça. Puis tu sautes dans le vide un petit peu aussi là, avec tout ça. Est-ce que ça a été des nuits où est-ce que ça a été long avant de prendre la décision? Parce que tu te torturais en disant, tu sais, je fais-tu ce move-là pareil? Ça va tellement bien au Québec, financièrement parlant, puis au niveau de la business. Mais comme tu dis, le bonheur était peut-être pas là, tu sais. Non, c'est ça, exact. Je pense que je voulais pas arriver, mettons, plus vieux, puis au salon de retraite, puis tu sais, qu'est-ce que ça aurait donné? Fait que j'ai dit, je vais le faire, puis je vais toujours pouvoir me racheter un trailer, puis repartir avec un petit trailer. Puis je me garde quand même, tu sais, comme le savoir-faire est toujours là. J'ai bien setupé mes employés. Tu sais, mon employé, il est allé avec c'est un compétiteur, mais on s'appelle puis on déjeune, tu comprends? Fait que, tu sais, j'ai vendu tout mon matériel de coffrage à lui. Puis j'ai setupé tout le monde pour que tout le monde soit... OK. J'ai pas laissé personne tu sais, je prenais soin des entrepreneurs qui est quand même gros, les entreprises de la chance à Sherbrooke, tout ça. C'est des gros entrepreneurs. Je pouvais pas les laisser. Tu sais, moi, si je veux revenir, faut que tu partes comme faut. Fait que, exact. J'ai fini mon contrat. Moi, ce qui m'a fait déclencher, vraiment, c'est ma mère avant mon dernier combat. Elle m'appelait, puis elle était comme, tu vas te brûler, puis elle était comme, faut que tu prennes une décision, la business, tout ça, juste avant l'hiver. Puis j'ai dit, tu sais quoi, man, moi, je pense que ça va être les fêtes. J'abandonne tout au Québec. Puis elle s'attendait pas à ça. Elle pensait que ça allait être le contraire. Ouais, exact. Puis tu sais, c'est sûr, c'est un gros move, mais j'ai une blonde, tu sais, comme tu dis, ma blonde, elle me suit, puis j'ai une blonde extraordinaire. Elle m'aide dans Renault, elle me supporte. Elle fait avant mes combats, elle m'a fait mes meal prep tous les jours. Puis je mangeais
bien. C'est la femme qui va regarder dans les aliments, tu sais, toutes les mauvaises choses, l'huile de canola, puis tout, elle a fait le tri, puis elle me fait des... Fait que c'est ta nutritionniste personnalisée, presque. Ouais, elle s'enligne pour faire un cours de naturopathie, puis tout ça. Fait que, tu sais, je pense que là, en ce moment, j'ai eu des temps durs aussi, tu sais, avant ça, là, c'est ça qui m'a fait prendre la décision. Là. Les défaites, ouais, ben des défaites, puis autant en vie personnelle, tu sais, des temps durs. Fait que là, je pense que je suis bien entouré, bien setupé, puis je m'avais un peu perdu, pas dans le matérialisme, mais tu sais, un peu dans le flashy, tout ça, t'es à Miami, mais comme là, aujourd'hui, tu vois, je suis le genre de gars qui est tellement extrême que là, aujourd'hui, je veux plus rien avoir à part mon rêve, tu comprends? Autant que j'aimais ça avant j'avais un Mercedes, j'aimais ça, le gros truck, tout ça. Aujourd'hui, je veux juste mon rêve, je veux juste faire ça. Wow. Ouais, ça a changé, ouais. Johan? Et moi, je suis super impressionné, puis tu sais, je suis très content du choix que tu as fait, parce que je me souviens que il y a peut-être 2 ou 3 ans, j'avais vu un post sur les réseaux sociaux de Daniel Lafond qui disait je connais aucun Québécois qui va faire du béton dans la journée, puis qui va se battre le soir, puis t'avais un combat professionnel le soir, puis je sais pas si c'était ton premier ou ton deuxième, mais je pense que t'avais été faire une journée de travail dans la journée, t'avais fait du béton, tu sais, puis je me disais, tu sais, on le savait c'était qui Joe Ramsey, puis on se disait, ben moi en tout cas, je me suis dit dans ma tête, je me suis dit, voyons donc que le gars il a été faire du béton toute la journée, puis que là il s'en va se battre, mais tu sais en même temps, ça en dit gros sur ta personnalité, ça en dit gros sur jusqu'à où t'es prêt à aller pour te rendre, puis on a tellement des beaux exemples de Marc-André Barriault qui est parti à l'extérieur puis qui a tellement eu une belle carrière. Puis je pense qu'il aurait jamais eu la carrière qu'il a eu s'il était resté ici. Ouais. Tu sais. Puis comme tu l'as mentionné, Joe, tu l'as fait une fois, man, t'as monté une business. Tu vas le refaire à 40 ans si c'est ça que tu veux faire. Puis si jamais ça fonctionne pas. Fait que moi, je pense que t'es en bonne position pour faire ce que tu fais. T'as fait un beau retour. Avec 2 défaites quand même assez difficiles, t'es revenu, t'as pris une pause, t'as fait un retour, t'as battu un gars qui avait du bon sens, là, de prendre tes choses puis de tout mettre tes œuvres dans le même panier. Il y a une certaine excitation à ça, puis il y a une certaine flamme que tu vas toujours garder à l'intérieur de toi, juste à cause du fait que tu sais qu'il y a pas de point de non-retour. Tu t'en vas là, puis t'as une option, t'as pas de plan B. Puis moi, je trouve ça vraiment excitant pour toi. Puis j'ai vraiment hâte de te voir performer à CFFC. Je pense que tu vas adorer ça. Moi, je me suis battu longtemps pour CFFC. Exact, tu t'es battu, puis tu as eu du succès là-bas, tu sais, tu avais gagné la ceinture, puis tout ça. Je me demandais l'organisation. C'est pas un octogone, c'est vraiment une cage qui est faite en rond. Ouais. C'est une longue cage qui est faite en rond. La promotion est excellente. Puis là, tu t'en vas te battre à Atlantic City, qui est un peu un mini Las Vegas, qui est vraiment une atmosphère qui est incroyable. Fait que je pense que c'est vraiment tout à ton avantage. Puis c'est une des organisations les plus reconnues si tu veux aller à l'UFC. CFFC, c'est vraiment une belle porte d'entrée. Fait que j'ai bien hâte de voir ton combat contre Morales. Là. Merci. Ouais, justement, la cage ronde qui est, comme tu dis, c'est avantage de striker, entre autres, tu sais, un grappler, tout ça, c'est avantage de striker. Donc, ouais, j'ai tout, ça va être, le knockout que tu avais fait, le flying. Ben là, c'est ça, Phil m'a devancé, mais Johan, je sais pas si tu le vois, là, mais j'ai ressorti là, ton gros flying knee que tu avais eu à CFFC, c'est ça qui t'avait mis sur la map. Puis là, les gars, OK. Ça aurait été le fun que vous soyez tous les deux en studio parce que ceux qui le savent peut-être pas à la maison, il y a quand même déjà eu une rivalité assez intense entre vous deux, entre Jonathan Ramsey et Yohan Lennes. Ouais. Ça n'a pas toujours été les bons mots comme ça. Bon, la hache de guerre a été enterrée. Ouais. Là, je voulais peut-être rajouter un petit peu d'huile sur le feu. Tu sais, Jonathan, tu as vu ça? C'est pas une compétition. Mais si tu veux surpasser Yohan Lennes, voici ce qu'il faut que tu fasses. Là. Je pense que je vais shoot out Yohan Lennes. Je vais essayer de le faire. Parce que le gars, actually, c'est un gars de Jew. Fait que si je le time pendant qu'il shoot avec un flying knee comme qu'il a fait, 100% je shoot out mon chum Yohan au Québec. That's it. Je vais dire c'est parce que Ben Baudouin l'a dit. Exact. Non, mais c'est ça. Puis tu sais, c'est le fun de voir que vous êtes. Ben, tu sais, Yohan, tu es un petit peu plus vieux que Jonathan. Tu as 28, tu m'as dit? Ouais. T'arrives là. Ma fête, c'est la semaine prochaine, par exemple. Tombe 29. 29, c'est pas un jeune 29. Mais tu sais, avec quelques années plus tard, tu sais, si tu repasses dans la même organisation, puis Yohan, c'est ça, comme tu as dit, ça t'a ouvert la porte. Aller chercher la ceinture de cette organisation-là, ouvrir la porte de Contender Series.
C'est l'objectif, Jonathan? Ouais, 100%, tu sais, c'est sûr que j'abandonne pas tout pour essayer de virer en rond, là. Moi, mon but, c'est essayer de faire au moins une shot à UFC puis montrer ce que je sais faire. Je pense qu'avant, avec la business, c'était pas l'idéal, mais maintenant que je suis clean puis que, comme je te dis, toutes les sphères de ma vie est dans le optimal, je pense qu'on est là. Ouais. Bon, parlons de Morales, parce que là, c'est dans, tu vas avoir 5 semaines de camp d'entraînement à peu près, donc, Yep. tu sais, merci d'être là, parce que quand on s'est parlé au téléphone, tu dis, ouais, je suis pas demandé aller en Floride, là, mais tu sais, pour le podcast, je vais rester. Mais là, finalement, t'avais des trucs pas mal à régler au Québec. Tu t'en vas quoi samedi, tu me dis? Ouais. Avec ta voiture, ta blonde, vous en allez là-bas. Les 3 chiens. Les trois chiens? Ouais. Oh my God. 5 semaines de camp d'entraînement. Quel genre de gars c'est? Tu l'as dit un peu, un gars de joue, mais c'est un bon défi pour toi. Un de mes chums s'est battu contre Lindsey Jones. Il est au American Top Team. C'est un bon fighter, Lindsey Jones. Il m'a dit crazy strong grappling. Genre, il y avait la force d'un gars de joue. Tout le monde sait c'est quoi le feeling d'un vrai gars de joue. C'est chiant, ils sont raides. Mais il n'y a pas vraiment de pop dans son striking. Fait qu'il faut pas que je m'attende qu'il va essayer de striker, même si son dernier finish, que c'est un knockout. Mais si tu regardes la vidéo, le gars, c'est pas la crème de la crème. Fait que je suis pas impressionné par son knockout. Je suis plus, je vais me méfier de son sol. OK. Ouais. Puis, toi, on sait que ton pain et ton beurre, c'est ton striking. Tu vas travailler beaucoup sur ton sol à ATT dans les prochaines semaines, tu penses? Ouais, déjà que mon sol, je sais que quand je vais dans les sparring, je vais sparer dans les écoles souvent, tu sais, le monde le ressent un peu, tu sais. Chris Ramsey, il y a quand même un sol, man. OK. Tu sais, ma lutte est rendue assez bonne. C'est sûr que comparé à du monde qui font ça depuis qu'ils sont high school, tout ça, je m'en reste à apprendre, mais comme je m'en vais vraiment sur une bonne lancée, je fais de l'overtime dans le gym avec des coachs comme Mike Brown, puis il m'invite le soir avec tu sais, les autres plus hauts tu sais, dans la hiérarchie du American Top Team. Fait que tu sais, je me sens privilégié pour vrai. Et puis oui, je vais travailler ça. C'est sûr que ça va juste s'en aller en montant. Là. Puis est-ce que si tu veux des conseils ou juste jaser de comment ça se passe au ATT ou s'installer en Floride, tu sais, Valérie Letourneau, je sais pas si tu la connais, combattante québécoise, elle a fait exactement la même chose que toi il y a quelques années. Mm-hmm. Elle est allée s'installer, s'entraîner au ATT. Est allée en championnat du monde à l'UFC, est allée en championnat du monde à Bellator par la suite. T'sais. Puis elle aussi, on le disait, là, ça a été ça, le déclic. Ouais. Partir, laisser tout derrière, aller s'installer là-bas. Puis elle me disait qu'au ATT, c'est vraiment rendu que pour les professionnels. Là, tu le sais, tu y vas quand même souvent. Il n'y a plus d'amateurs, c'est vraiment... Là, c'est fermé, tu n'as même pas le droit de rentrer. C'est ça. C'est barré. Ouais. Fait que quand ils t'acceptent dans cette fraternité-là, ça veut dire que tu vas être traité aux petits oignons, puis tu vas avoir la chance de t'entraîner avec... Ouais, mais il faut que tu fasses tes devoirs. Tu sais, il faut que tu rentres au gym à tous les jours le matin. C'est comme l'entraînement obligatoire. OK. Ils comprennent, tu sais, que tu peux avoir des rendez-vous pis tout, mais si t'as un combat puis tu fuck ton entraînement, ils sont pas très contents. OK. Puis tu vas le savoir. Ils font un bon suivi. Sur moi, la passe que j'ai eue, c'est First Round Management qui m'avait signé. Le management d'Elia Tuboria, John Jones, etc. Ouais. Fait que eux, quand je suis allé là, moi, j'ai rencontré eux autres directement. Je suis allé leur serrer la main, puis ils m'ont eu la passe. Ils ont dit, hey, ce serait cool de s'entraîner au top team. Puis j'étais, ouais, American Top Team, si tu me fais rentrer là, c'est sûr que je vais y aller, tu sais. C'est à partir de là. Puis là, ça fait 2 ans, puis tu sais, veux pas. J'ai habité juste en face du gym pendant 1 an. Là, j'étais à 7 minutes du gym. Fait que c'est de là que j'ai eu le privilège de, comme Mike Brown, il m'appelle à 5 heures, hey, tu viendrais-tu donner des rounds avec telle personne? J'ai fait les main sparring partners à Moicano contre Turner. C'était moi à chaque 10 heures, c'était moi qui sparrais avec mes 5 rounds. Puis j'ai fait aussi Grand Dawson, son avant-dernier. Fait que, tu sais, je me sens privilégié, là. Pour vrai, ils m'ont pas laissé de côté, là. Non. Ouais. Vas-y, Yohan. Souvent, ça, là, c'est des billets en banque, c'est de l'argent en banque parce que eux, là, ils prennent en note que tu as aidé leurs combattants. Puis quand ça va être ton tour, souvent, c'est là qu'ils vont vouloir décider de mettre de l'énergie sur toi, tu sais. Puis c'est tellement une grosse école avec des styles variés, American Top Team. Puis, tu sais, Morales, c'est un combattant plus de jiu-jitsu, moins un striker. Mais il y a une certaine facilité quand même à décortiquer un combattant qui est unidimensionnel, que tu le sais que lui, ce qu'il va vouloir faire,
c'est t'amener au sol. Il voudra pas échanger avec toi. À chaque fois que tu vas faire une petite feinte, il va avoir une réaction parce qu'il va avoir peur de ta force de frappe. Puis, moindrement que tu ne respectes pas son combat debout, tu peux descendre ta main avant un petit peu, la garder plus au niveau de tes hanches pour déjà avoir un underhook, déjà avoir une main basse pour défendre, l'amener au sol, te mettre un petit peu plus de côté. Il y a des stratégies à avoir. Moi, personnellement, j'aime beaucoup mieux me battre contre un gars qui est juste bon au sol que contre un gars qui est très bon en striking, que tu le sais pas si tu essaies de le shooter, il va t'envoyer un genou. Après, dans le clinch, le coude va sortir, tu sais. Puis, à cette école-là, je veux dire, t'as tellement une variété d'athlètes qui sont solides. Puis American Top Team, au niveau des lutteurs, je veux dire, t'es pas mal dans les baisses, là. Tu sais, je veux dire, tu regardes un Dustin Poirier qui était là avant, son pourcentage de takedown defense était dans les meilleurs dans le monde, dans l'UFC. Fait que je pense vraiment que t'es en bonne main. Puis je pense qu'il faut que tu aies confiance à 100% parce que un gars qui fait la finale à Unified MMA, c'est Hunter Lee, un 185 livres, un gars supposément qui a une lutte à dormir debout. Puis il est venu au Tristar dans les 2 dernières semaines. Puis je peux te confirmer que ma lutte rivalisait avec la sienne. Puis je suis loin d'être un lutteur collégial. Fait que, tu sais, faut y croire, man. Faut absolument y croire. Ben ouais, 100%. Tu sais, on est des meilleurs au Canada, je pense. Puis faut garder la mentalité d'être au top. Tu sais, autant toi que moi, il faut qu'on pense qu'on peut être le numéro 1. Je pense que c'est ça l'important d'un fighter, c'est le mental. Là. Parlant de ça, avant d'enchaîner sur nos prochains sujets, on a parlé de tes 2 défaites là, contre Mallette puis contre Cézine Nando, mais t'es revenu avec 2 grosses victoires. Lewis, quand on s'est vu, le dernier combat que j'ai vu de toi, c'était ta guerre contre Lewis, c'était au mois de septembre. Ouais. Une décision unanime. Ça a brassé pas mal. Il t'en a donné des bonnes shots. Ton menton a tenu le coup. Puis surtout ton dernier au mois de novembre, t'as passé le KO au gars en 21 secondes. Fait que 2 victoires, 2 scénarios complètement différents où t'as pu, d'une part, confirmer que ton menton est encore bon, puis d'autre part de dire OK, ma force de frappe est encore là avec un KO en 21 secondes. J'imagine que ces 2 victoires-là, ça te ramène où tu étais avant quand tu étais invaincu, là, ou presque. Ouais, exact. C'est sûr que ça m'a redonné la confiance, le knockout power que j'avais. Là. J'ai rentré en fureur avec toutes des finishes au premier round dans 2 minutes. C'est quand même. Après ça, j'ai eu une grosse guerre contre Grano. Puis, comme je te dis, j'ai eu une période de ma vie au personnel. C'était mes défaites, mais je pense que c'était représentatif de ce qui se passait de mon côté. J'étais en train de me brûler avec la business puis les combats. Fait que, garde, je pense que tout le monde, comme mon père m'a tout le temps dit, si ça marche pas une année, fais pas même en faire l'autre. Non, c'est ça. Il y a juste les fous qui répètent toujours le même. C'est ça le dicton. Hein? Juste les fous qui répètent la même chose en pensant que ça va fonctionner la deuxième fois. Bref, apporter des ajustements. Hâte de suivre ça. Si on a la chance, on essaiera de se reparler pendant que tu vas être en Floride quelques semaines avant ton combat. Je le rappelle, contre Manny Morales à CFFC le 27 mars prochain. Donc, 5 semaines encore de camp d'entraînement pour Jonathan Ramsey. Parlons, les gars, si vous le voulez bien, de Marc-André Barriault. Pardon, on va y aller rapidement. Ça fait une dizaine de jours maintenant que Barriault est revenu. Défaite contre Michal Oleksiejczuk. Johan, quand on voit le verre à moitié vide, on se dit 5e défaite en 6 combats. Quand même 1-5 à ses dernières sorties. Marc-André, ça va pas très bien. Par contre, verre à moitié plein, 3e bonus de performance de suite. Ça a été un combat de la soirée. Oleksiejczuk a été très élogieux envers Barriault en disant c'est le gars le plus tough que j'ai affronté dans ma vie, puis il en a affronté des bons. Puis en ayant des bonnies, c'est bon financièrement pour Marc-André. Puis veut pas, l'UFC, c'est du spectacle, les gars. Fait qu'il donne des bons shows parce que 2 fois de suite dans des combats de la soirée. Johan, qu'est-ce que tu as pensé de sa performance? Puis comment tu penses qu'il se sent aujourd'hui, Marc-André? Ben, je pense qu'il est très reconnaissant. Tu sais, je veux dire, il a une longue carrière. Il a eu une dure carrière. Il a eu des gros combats. Il a refusé pratiquement personne. Je l'ai trouvé un petit peu au ralenti quand le combat a commencé. Je me posais beaucoup de questions. J'avais l'impression qu'il y avait une fraction de seconde qui était en retard, qui se posait énormément de questions dans sa tête lui-même. Par contre, je l'ai vu ouvrir la machine au 2e round. Je me suis dit, bon, il est de retour, c'est ça qu'il voulait. Une chose est certaine, il s'est brisé la main dans le combat. Puis il a jamais lâché. Il a continué de se battre, il a continué d'envoyer sa main qui était brisée
alors que plein de combattants auraient essayé d'utiliser d'autres armes. Ça, l'UFC le savent. L'UFC est au courant de tout ça. Donc, je pense que c'est ce qui fait en sorte que l'UFC lui donne un aussi gros respect. C'est qu'ils savent à quel point Marc-André Barriault, il a le G de guerrier tatoué sur le cœur. Puis c'est tout à son honneur. Puis je suis très content qu'il ait pu avoir un boni de performance. C'est sûr que ça fait du bien un petit peu, ça. Un petit 100 000. Joe, c'est un gars que tu connais bien, j'imagine. Puis là, tu vas avoir la chance de le côtoyer en plus quand tu vas déménager là-bas. Là. Ouais, ben il s'entraînait au Patnaud aussi avec Julien, tout ça. Puis Julien qui est au Cliff. C'est ça, Barrios, il s'est battu aussi contre mon ami Strania 2 fois. Je l'ai vu à Hybride, puis je l'ai vu après ça à TKO. Ouais. Je pense ça a été 2 guerres. Puis même chose, il m'avait dit la même chose, Strania, que Barrios c'était un méchant tough. Là. Ouais, c'était un bon fighter. C'est sûr que j'ai jamais eu la chance de m'entraîner avec, par contre. Mais on verra. Peut-être que je peux pas aller au Cliff. Non, c'est ça, je pense pas. On aura peut-être la chance d'aller en dehors, se croiser d'un gym de Jiu-Jitsu, exemple. Ouais, faites ça en cachette. J'aimerais bien ça, en tout cas. Non, c'est ça. Puis c'est juste pour discuter des expériences, j'imagine, à l'extérieur de la cage et tout ça. Je suis sûr que ça va lui faire plaisir de jaser. Ouais, en tant que personne, super bonne personne. Ah non, c'est un méchant bon gars. Bref, c'était son 17e combat à l'UFC. Il me l'a dit, j'aimerais ça me rendre à 20. Il y en a juste 4 personnes qui sont rendues à 20 combats à l'UFC. 4 Canadiens. Georges Saint-Pierre, Patrick Côté, Sam Stout et puis John McDessie. Donc, s'il atteint ce plateau-là, comme tu l'as dit, Johan, sa longévité est quand même assez spectaculaire. Il y a eu la victoire aussi de Mario Bautista, facile contre Vinicius Oliveira et Kyoji Horiguchi, honnêtement. Grand champion japonais qui revient, qui a été très, très, très solide également au dernier gala. Donc, lui, peut-être sur la courte liste pour un combat de championnat à 125 livres à l'UFC. Un gars qui s'entraîne au ATT, c'est vrai? Ouais, puis que je côtoie quand même souvent. C'est un vraiment bon fighter. Je pense dans le gym, actually, techniquement, il doit être dans les top, là. Kyoji, là, on est comme pas mal tout d'accord que c'est des top fighters techniques, là, au gym. Là. Ouais, puis c'est un gars qui a énormément d'expérience, puis qui a 5 défaites en plus que 40 combats en carrière. Ouais, qui s'entraîne aussi avec Pantoja, qui était champion. C'est 2 mêmes classes. Ouais, les deux ont dit que s'il y avait une ceinture en jeu, il se battait. C'est pas la première fois. Là. Bruno Silva, Bulldog, s'est battu contre Cody Durden une fois. Puis on a Chris Duncan contre Rebecki. OK. Que Rebecki, je m'avais blessé au genou contre lui en sparring. C'est deux bangers. Ça fait souvent, ça arrive. Là, ouais, dans un gros gym comme ça, hein, c'est ça. C'est ça, mais Kyoji, ils se sont dit, mais les coachs sont pas, tu voyais qu'ils étaient pas trop d'accord à l'arrière, pas non. À suivre. C'est pas fait encore, là. J'espère que Pantoja va revenir rapidement de sa blessure. Mais ils ont pas le choix, tu sais, à quelque part. Si les deux sont top, c'est ça. C'est là. Exact. Des fois, il faut faire des petits sacrifices. Puis c'est ça, je sais qu'au ATT, Valérie m'en avait déjà parlé, c'est que là, on réorganise tout l'horaire, là, rendu là. Tu sais, elle me disait que, mettons, Kelly Harrison puis Amanda Nunes se croisaient jamais au gym, tu sais, à l'époque où Amanda était là, parce que, tu sais, on faisait comme un côté pour Amanda, un côté pour Kayla, puis on fait la même chose quand il y a 2 gars qui combattent. Je pense qu'en plus, qu'ils s'aimaient pas tant. Non, c'est ça aussi. Il y avait une grosse rivalité aussi à l'extérieur, là, effectivement. Ah, exact. Mais en tout cas, bref, c'est toute une gymnastique. L'UFC revient cette semaine. C'était congé la semaine passée. Ça se passe à Houston cette fin de semaine. Notez bien les heures. 18h sur TVA Sport 2 pour la carte préliminaire et 20h TVA Sport pour la carte principale. Donc, on passe à TVA Sport pour la main card. En finale, Sean Strickland contre Anthony Hernandez. Fluffy Hernandez, c'est un gars qui a battu déjà Marc-André Barriaux, qui est sur une séquence de 8 victoires de suite. Johan, j'ai hâte de t'entendre là-dessus parce que moi, je trouve que c'est un combat ultra intriguant. 2 gars qui ont le même état d'esprit. Bon, Strickland, c'est tout un bozo, là, c'est tout un personnage. On va faire abstraction de ce qu'il dit à l'extérieur de la cage, mais dans la cage, c'est un vrai de vrai. Puis Hernandez, la même chose. Ces 2 gars, on s'imagine pas qu'ils fassent d'autres choses dans la vie. Eux autres, c'est des gars qui aiment ça faire mal aux autres, qui aiment ça se battre, puis c'est leur passion, puis c'est leur vie, c'est le combat. Les 2 sont ultra agressifs, les 2 mettent énormément de pression sur leurs adversaires. Par contre, ils ont des outils différents. Striking du côté de Strickland, très bon défensivement aussi, puis Hernandez avec sa lutte, puis il met énormément de pression pour étouffer ses adversaires. Comment tu vois ça? Ben, honnêtement, tu l'as vraiment bien résumé. Là où j'ai un petit peu peur pour Hernandez, c'est que Sean Strickland, c'est un des meilleurs au niveau de l'efficacité pour défendre les amener au sol. 78%, tout compris, c'est énorme, c'est tellement bon. Surtout que Sean Strickland a fait depuis 2022 7 fois 5 rounds. 7 fois. Ouais.
des événements de la soirée où il a fait 5 rounds complets. Donc, soit qu'il a gagné ou il a perdu par décision, mais il a fait les 5 rounds pareil. Ah, il y a du cardio jusqu'à le même matin. Sa longévité, elle est énorme. Puis on le sait que Hernandez, c'est un gros lutteur. C'est un gars qui va vouloir ramener le combat au sol, qui va vouloir échanger, brawler, permettez-moi l'expression, qui va vouloir faire un combat pas nécessairement propre. Mais Sean Strickland est bon là-dedans. Est bon dans les échanges, coup pour coup. Donc vraiment, par contre, est-ce que Hernandez va avoir... On le sait qu'il y a du carburant, qu'il y a du gaz pour faire 3 rounds. Mais est-ce qu'il y a le gaz nécessaire pour suivre le rythme de Sean Strickland pendant 5 rounds? Sean Strickland, qui est capable clairement d'aller au sol, de se relever et qui est très difficile à amener au sol aussi parce que se bat avec une garde pas trop orthodoxe. Les coudes sont bas un peu. Tu sais, je veux dire, il me fait penser à un vieux combattant des années 60, là, tu sais, donc... il y a les pieds plats, il y a les pieds super plats. Il n'y a pas un super bon jeu de pied, mais ça fonctionne vraiment pour lui, là. Exactement. Puis, donc, tu sais, puis c'est ça, comme je l'ai mentionné, il a vu 5 rounds 7 fois depuis 2022. C'est pas nouveau pour lui. Ça va être aucunement un scénario qu'il n'a pas vu. Tandis que Hernandez, OK, des grosses victoires contre Kopylov, contre Michel Pereira, Brendan Allen, il a soumis Roman Dolidze à son dernier combat exactement. Mais par contre, a jamais fait autant de rounds de 5 minutes que Strickland. Je pense vraiment que c'est là que ça va jouer. Si Hernandez est capable de s'imposer rapidement dans les 2 premiers rounds, peut avoir l'avantage. Si on touche au 3e, 4e, 5e round, je pense que Strickland peut nous sortir quelque chose de beau, là. Intéressant. Écoutons les deux, Strickland et Fluffy Hernandez, à qui j'ai parlé cette semaine, sur ce à quoi ils s'attendent. Puis Joe, tu pourras commenter par la suite, là. It's a great fight, you know. Out of everybody in the division, he's probably one of the top guys, just purely off the win streaks he's creating. It's a fight I wanted. It's a fight he wanted. You know, it's a unique fight. Honestly, I never really know how shit's going to play out. You know what I mean? Like, you can have all these scenarios in your fucking head, and then you get cracked and some shit changes. But I think it's going to be a fucking war. I think it's going to be bloody. And I think we both go forward. So I think it's going to be very fucking entertaining. You can't necessarily play it out in your head. There's so many fights where you can kind of like think about it and play it out, but since he's such a dynamic fighter, you don't really quite know what to expect, which is nice. It sounds exciting. C'est ça, il n'y a pas, Jonathan, il n'y a pas... Ils sont bons dans... C'est 2 combattants complets, en fait, qui sont bons à tout. Strickland, on l'a pas vu souvent lutter, mais il me disait en entrevue aussi, honnêtement, je fais plus de lutte que de striking, puis il va être peut-être surpris par ma défense, puis par ma force au sol aussi. Tu sais, quand t'as 2 combattants complets qui s'affrontent, tu sais pas à quoi t'attendre, c'est ça? Non, puis tu sais, moi, Johnny Eblum, qui s'entraîne au gym aussi, fait des sparring, il descend à Las Vegas parfois, puis il spare avec Sean, je pense qu'il est quand même assez proche, puis Johnny, c'est un vraiment bon lutteur, là, Johnny Eblum. Fait que j'en doute pas là, que Sean Strickland, il peut donner de la misère pour les amener au sol. Puis comme Johan il a dit, de la manière qu'il se bat, les coups de bas, t'es déjà en position de sprawl, d'aller chercher un underhook, quoi que ce soit. Fait qu'il est dur à amener au sol. En striking, on l'avait vu contre Adesanya, il est capable de surprendre des styles assez flamboyants. C'est juste que Hernandez, c'est différent. Il va aller plus... je pense qu'Adesanya, il est plus sur son pied arrière, sur son reculon. Il a des bons counters, un bon timing, mais Strickland, c'est ça qui arrive, c'est qu'il brise les timings. Fait que je suis bien intéressé de voir ce combat-là aussi. C'est sûr que malgré que je descende en Floride, je vais peut-être essayer d'arrêter sur le bord de la route pour voir. Ah ouais, c'est ça, c'est vrai, tu vas être sur la route. Strickland, retour après 1 an d'absence, ça c'est à noter. Revient de suspension. Quand je vous disais que c'est un bozo, là, c'est tout un personnage, c'est qu'il s'est battu. Il était dans le coin d'un de ses partenaires d'entraînement de Syndicate MMA dans un gala à Vegas de Tough Enough. Son gars, il a perdu. Il est rentré dans la cage, il s'en est pris. Ben, tu sais, l'autre fighter, il est venu baver un peu son coin. Strickland puis Chris Curtis sont rentrés dans la cage, ils se sont mis à s'en prendre à l'adversaire qui venait de gagner. Il a été suspendu 6 mois par la commission athlétique du Nevada. Ils ont dit... On va ramener ça à 4 mois si tu fais des cours de anger management, de gestion de la colère. Il l'a pas fait. Je pense qu'il l'a pas fait parce que ça fait plus que 6 mois ça fait plus que 6 mois. Sa suspension a pris fin en décembre après 6 mois. Bref. C'est un spécial, mais faut pas y enlever qu'en combat, il est vraiment bon. Il a été champion, d'ailleurs, là, comme tu l'as dit, contre Adesanya. Il a volé la ceinture à Adesanya. Des guerres contre Dricus Duplessis, qui a pas été capable d'aller la rechercher. Puis Hernandez, lui, c'est 8 victoires de suite. Il va pour une 9e quand même. Il y a juste Chimaev dans la division qui a une plus longue séquence de victoires que lui. Donc, ça va être intéressant. Puis parlant de Chimaev,
c'est 3 contre 4. Là. Strickland est classé 3, Chimaev est classé... Hernandez est classé 4. Yoann, est-ce que tu penses que le vainqueur de cette fin de semaine devient contender? C'est-à-dire, est-ce qu'on va dépasser Imavov, qui est sur une séquence de 5 victoires? Est-ce qu'on va dépasser l'ancien champion Duplessis? Oui, pour toi, c'est un combat éliminatoire en fin de semaine? Ou? J'adorerais voir ça, oui, parce que honnêtement, je pense pas que Duplessis mérite d'avoir une revanche immédiate. Il a subi une raclée de 5 rounds sans arrêt. Donc, selon moi, même si ça a été un grand champion, il mérite pas d'avoir sa revanche. Imavov, OK, oui, a fait de belles choses. Certainement que j'aimerais voir la lutte de Hernandez puis la puissance de ses mains contre un combattant comme Chimaev. Ouais. Chose sûre, peu importe contre qui Chimaev va défendre sa ceinture, je veux le voir défendre sa ceinture bientôt. On veut revoir Chimaev sur les tapis, on veut le revoir dans la cage, il a un aura, il est très spectaculaire, fait que c'est sûr que selon moi, Hernandez-Chimaev, ça serait un combat qui serait un petit peu plus intéressant au niveau technique. C'est sûr que si on amène Strickland contre Chimaev, et le feu va pogner dans la place. Là. Ouais, ben écoutons Strickland sur Chimaev. Il porte pas trop dans son cœur, écoute ça. Path is being not who he fought or how many times he fights, but by having a belt for a longer period of time, right? Or like us guys, we get a belt and we want to make for fucking money. We don't want to sit on a belt for a fucking year and be like, oh, look, I got a shiny thing in my closet. No, I want to go fucking fight and make money. A guy like that probably doesn't have to make money because he's a fucking whore to all the warlords out there. So he could just sit on his belt and just, enjoy Ramadan, say Fluffy wins, and say UFC approaches Fluffy and says, hey, we want you to be next in line. Well, dude, guess what? You're going to be sitting on the bench for a year to 2 years waiting for him to get back. Me personally, if they come and do that to me, I'm like, fuck that. I don't want that. Let's go, give me somebody else. I don't want to go fucking wait on a bench for 2 years for this guy to get done with fucking Ramadan, where the fuck he's doing. Donc, pour la traduction, il dit... Chimaev ne se bat pas parce qu'il n'a pas besoin de se battre. Il est financé par un dictateur tchétchène, Ramzan Kadyrov, qui est un de ses bons amis. Assez controversé personnage, par ailleurs. Donc, selon Strickland, il n'a pas besoin de se battre et de défendre sa ceinture. C'est pour ça qu'il se bat une fois par année. Alors que la plupart des gars, ils ont besoin de se battre pour gagner leur vie. Et s'il y avait la ceinture, ils la défendraient 2 à 3 fois par année. Puis il dit si on me dit si je gagne en fin de semaine puis qu'on m'offre Khamzat Chimaev que je deviens le prochain sur la liste, je dis non parce que je sais que ça va prendre 1 an encore avant que Chimaev revienne. Tu l'as dit, Yoann, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, puis on ne sait même pas s'il veut revenir à 185 livres parce qu'il a de l'air plus intéressé à affronter Pereira à 205 présentement. Honnêtement, cette division-là est un peu malheureusement un petit peu sur pause là, à cause du champion, hein? Ouais, complètement. Puis c'est triste parce que c'est pas la première fois qu'on voit ça, des champions maintenir leur ceinture puis pas avoir d'intérêt tant que ça pour la défendre. Puis je pense qu'on devrait avoir peut-être avec l'UFC, revoir les règles, peut-être de se dire qu'à moins d'une blessure là, vraiment concrète avec des papiers du médecin, de se dire que, écoute, à chaque 6 ou 7 mois, tu dois défendre ta ceinture. Puis si tu la défends pas, il va y avoir un titre qui va être vacant, puis il va y avoir 2 autres personnes qui vont se battre pour, parce que on a vu des scénarios comme Aspinall, comme John Jones quand il l'avait avant. Donc, tu sais, ce qu'on veut, c'est voir les champions actifs, les voir défendre leur ceinture. C'est sûr que Chimaev, c'est tout un personnage controversé. Clairement, Sean Strickland l'a pas dans son cœur en ce moment. Toi, tu penses quoi de ça, des champions inactifs? Ou Moi, je pense aussi ça peut venir d'en haut à cause que c'est sûr, c'est des combats qui coûtent cher. Il faut qu'ils payent les gars plus cher parce que c'est un combat de championnat. Je sais pas si, tu sais, ils essayent de faire ça une fois par année par division, genre, je sais pas. Mais comme tu dis, ça serait non, parce cool que, tu sais, Dvalishvili, il s'est battu 4 fois en 2025, tu sais. Je pense que l'UFC préférait que leurs champions soient actifs. Là. Oui, c'est sûr que ça attire aussi la visibilité parce que les champions sont suivis. Fait que quelque part, s'ils payent gros, c'est parce que ça rapporte gros. Fait que je pense que oui, en effet. Mais moi, personnellement, j'aime mieux être actif. Là. Je pense que si tu fais juste ça,
C'est cool de, tu sais, comme faire valoir tes performances une couple de fois par année, là, pas juste une fois. Là. En tout cas, c'est plate parce que Chimaev est rentré dans l'UFC comme étant un gars ultra actif. Il s'est battu comme 4 fois en l'espace de 2 mois à ses débuts. Il se battait presque à chaque semaine. C'est ça qui a fait sa renommée. Là, évidemment, il y a eu des maladies, il y a eu des virus, il y a eu des blessures. Puis là, depuis une couple d'années, c'est vraiment une fois par année. Puis des fois, c'est 1 an et demi, tu sais. Bref, voilà, à suivre. Mais en fin de semaine, gros combat entre Strickland et Fluffy Hernandez en direct de Houston. Jeff Neal affronte Uros Medic en demi-finale. Jeff Neal va essayer de revenir de ce gros KO qu'il a subi contre Carlos Prates, ce gros coup de poing renversé. Ça se passait en août dernier. Et Dan Ige contre Melquizael Costa, ça m'intéresse parce que Ige, un vétéran, 1-3 ces 4 derniers, un bon gatekeeper, là. Mais Costa, une des révélations de 2025, il est sur 5 victoires de suite, puis sa dernière sortie, un gros coup de pied à la tête contre Morgan Charrière. Donc, est-ce qu'il va poursuivre sur sa lancée? Melquizael Costa est rentré dans les classements. Ça va être très intéressant à voir. C'est sur nos ondes TVA Sport cette fin de semaine, l'UFC Houston. On termine ça avec les actualités. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. Première nouvelle, et ça tombe bien que Jonathan soit avec nous pour en discuter, parce que c'était vraiment passé sous mon radar, et je m'en excuse à Danny Mallette, combattant de Québec, qu'on a suivi à Samouraï, ancien champion. Vous avez eu 2 gars, je le disais tantôt, mais Danny est en action ce soir. Donc, on est jeudi, on est le 18 février ou 19 février, là, j'ai perdu ma date. 19 février. Il se bat ce soir à BFL en direct de Vancouver. Il affronte un gars qui s'appelle Adam Posner, un jeune combattant invaincu de 6-0. Il a 21 ans, un spécialiste du au sol. Jonathan, après tes guerres contre Danny, vous êtes devenus quand même proches. Tu me disais même que tu as aidé Danny dans sa préparation un petit peu. Là. Ouais, exact. Là, 2 semaines, j'ai dit, j'ai texté, j'ai dit, garde, Posner, tu sais, on connaît Posner, il se shoot la tête à terre pour essayer d'amener au sol. C'est pas un striker, c'est pas un gars qui va essayer de chercher une garde de bout. J'ai dit, gars, je vais aller t'aider, je vais me mettre dans le pot de Posner. Fait que j'ai fait un 5 rounds avec Danny, puis j'ai essayé tu sais, comme je te dis, je suis pas le king lutteur, mais j'ai quelques petits trucs que je peux y transférer que j'ai appris au top team. Fait que j'ai travaillé un peu avec. C'est sûr, c'est pas moi qui va avoir tout changé, mais je pense que il peut surprendre la galerie Danny avec sa force de frappe que j'ai connue. Il frappe fort? Il frappe fort. Tu sais, même au premier combat, là, au deuxième round, m'avait plugué sur le menton. Je pense qu'elle avait fait encadrer une photo de ça. J'avais resté debout, j'ai un bon menton, mais tu sais, j'y donne, il y a des bons points. Mais puis comment il était dans sa préparation? Ça allait bien, puis il avait l'air en confiance? Ou? Je pense qu'il va pouvoir, avec des catons, ça, dans les mains, là, il va pouvoir, Posner, il est jeune, hein, 21 ans. Danny, il dit aussi de ce que j'ai, tu sais, comme il a pas vu son sang, son but, c'est de le faire saigner. Johan, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas si tu as le temps de regarder ça ou si tu connais Posner, mais en général, tu sais, un gars comme Danny Mallette, il a 34 ans, c'est un vétéran, il a été dans des guerres, ça fait longtemps qu'il fait ça. Posner, 6-0, beaucoup de finish, mais 21 ans seulement. Je suis pas sûr qu'il y avait un gars de la trempe d'un Danny Mallette, peut-être, là. Non, mais Posner, c'est vraiment un prospect. Là. C'est un gars qui a commencé à se battre extrêmement jeune. À 14 ans, il se battait, il faisait des compétitions de kickboxing, de taekwondo, de judo. Donc, il a vu l'adversité. Par contre, Danny Mallette, il y a 2 Danny Mallette. Il y a un Danny Mallette avec un camp d'entraînement qui prend ça au sérieux, puis il y a un Danny Mallette un petit peu moins sérieux. On a eu la chance de voir les deux dans sa carrière. En ce moment, je pense que c'est un Danny Mallette qu'on a au sommet de ses performances. Une des choses qui me fait dire ça rapidement, c'est qu'il a fait le poids. C'est arrivé souvent qu'il n'a pas fait le poids. C'est extrêmement difficile. Là, je l'ai vu, on s'est suivi, on s'est parlé un petit peu rapidement. Il semble être en grande forme physique. Donc, un Danny Mallette en forme physique, c'est un Danny Mallette qui est très dangereux. Comme Jonathan vient de le mentionner, c'est un gars qui frappe extrêmement fort, qui a un des meilleurs kickboxing qu'on a ici au Québec, peut-être même dans le Canada. Donc, s'il est en mesure de pouvoir garder sa distance puis placer ses mains, il peut aller chercher cette ceinture-là, ouais. Ça va être intéressant. Et pour ceux qui veulent regarder ça, je vous rappelle, c'est ce soir, donc jeudi, 19h. Pas 19h, mais 19 février, et c'est à 22h. Là, on est dans l'Ouest canadien, à Vancouver. La main card est à 22h sur UFC Fight Pass, et Danny contre Posner, c'est en demi-finale de cet événement-là, BFL 86 à Vancouver. Grosse rumeur concernant l'UFC qui serait de retour à Ottawa le 18 avril dernier. Le journaliste ontarien Adam Martin qui a sorti ça dans les derniers jours.
pas en mesure de confirmer cette date-là, par contre, que l'UFC serait de retour au Canada ni à Ottawa. Mais bon, il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Et dans les rumeurs que j'ai entendues également, Johan, Ayman Zahabi pourrait être en finale de cet événement-là contre nul autre qu'Umar Nurmagomedov. Ça te dit quoi, ça, si ça a lieu de 1 Ottawa et au printemps, au mois d'avril, et de 2 Ayman, une finale? Ça serait quand même gros, là. Ça serait énorme. Je pense qu'il est rendu là. Écoute, Ayman, à l'âge qu'il a, il a démontré de très belles choses dans ses dernières performances. Il a gagné des gros combats, notamment contre Chito Vera, José Aldo. Donc vraiment, écoute, il a fait des grosses guerres. Je serais vraiment content de le voir pouvoir faire un événement de la sorte, être en grande finale d'un gros UFC comme ça, UFC Fight Night. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se confirmer. On a notamment vu que Mike Millett allait se battre contre Gilbert Burns. On a eu des annonces comme ça. Donc, c'est sûr que si on est en mesure de mettre un Ayman Zahabi contre Nurmagomedov en finale, ça va devenir une carte qui va être extrêmement intéressante. Les grosses implications au classement. Là, à 135 livres, Ayman est 6e dans les classements officiels. Nurmagomedov est encore 2e ou 3e. 2e, je pense. Donc, ce serait énorme pour Ayman. Si ça se concrétise, bien sûr, on suit ça de près puis on vous tient au courant dès qu'il y a des confirmations. Bon, la grosse nouvelle cette semaine qui a fait trembler la planète arts martiaux mixtes. Retour de Ronda Rousey contre Gina Carano, une pionnière des arts martiaux mixtes, une des premières vraies vedettes féminines. Ronda Rousey, une vedette tout court. Elle a été, à son époque, entre 2012 et 2015 à peu près, je dirais, la plus grande vedette d'arts martiaux mixtes. Hommes ou femmes confondus, là, c'est pas compliqué. Le visage de l'UFC, c'était Ronda Rousey. Elle s'est pas battue depuis 2016. Carano s'est pas battue depuis 2009. Honnêtement, c'est deux OG. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, dans ce truc-là, Johan et Jonathan, c'est que c'est pas à l'UFC. C'est sur Netflix avec Most Valuable Promotion, la compagnie de Jake Paul, entre autres, qui se lance dans les arts martiaux mixtes. Comment vous avez réagi? Comment tu as réagi quand tu as vu que Ronda était de retour contre Carano sur MVP Netflix? Ben, en fait, on sait que Ronda, elle a été un peu dans le WWE. Ouais. Elle a fait de la lutte, puis le frère de Jake Paul. Fait que je pense que c'est une affaire de contact. Tu sais, veux pas, tout dans la vie, c'est une affaire de réseau. Fait que ça m'étonne pas que ça arrive puis qu'il le fasse parce que Jake, il veut marcher ses pieds à Dana White depuis longtemps. Fait que ça m'étonne pas, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, tu sais, si ça va monter puis prendre de l'ampleur ou que c'est... Parce que, tu sais, on sait PFL aussi est là. Il y a d'autres grosses lignes, donc c'est sûr que là, UFC, ben, il faut qu'ils gardent leur... ils ont comme un monopole, mais là, ouais. ça c'est en train de comme... je pense qu'il y a d'autres mondes qui essaient de prendre la place. Johan, commentaire, puis sportivement, à quoi on peut s'attendre? C'est quand même deux filles. Tu sais, Ronda Rousey, 39 ans, elle vient d'avoir son 3e enfant. Oui, les filles vont s'entraîner, les filles prennent ça au sérieux, mais une s'est pas battue depuis presque 10 ans, l'autre 16 ans, Carano, elle est dans quarantaine, 44, je pense. On s'attend à quoi? Ben, tu sais, Carano, écoute, je pense que c'est sa beauté qui a fait en sorte qu'elle a eu un aussi gros personnage dans le monde des arts martiaux mixtes. Ronda Rousey, par contre, elle, très talentueuse, je veux dire, une machine de judo. Personnellement, je pense vraiment que c'est une flèche qui est lancée à l'UFC. Hey, le retour de Ronda Rousey, c'est moi qui va l'avoir. C'est Jake Paul avec MVP. Je le vois vraiment comme ça. Est-ce que ce combat-là va avoir lieu? Je peux être sceptique encore un petit peu. Je le sais pas. Chose sûre et certaine, si ce combat-là a lieu en MMA, je pense que Ronda Rousey va remporter ça haut la main. Écoute, elle a tellement été dominante dans son temps. Puis tu sais, c'est parce qu'elle a fait face à une Holly Holmes qui était au sommet de ses performances que le train a déraillé là, quand sa défaite contre Holly Holmes est arrivée. Puis regarde, Holly Holmes, elle est où encore présentement? Elle a eu une des plus longues carrières féminines. Elle a fait un combat de boxe récemment. Elle est avec Jake Paul en ce moment avec MVP en boxe. Et voilà, tu sais, donc... tu sais, comme Joe l'a mentionné, je pense que c'est vraiment une question de business, de sous. C'est un combat qui va rapporter énormément, c'est sûr et certain. Tu sais, c'est deux grosses têtes d'affiche. Donc, tu sais, je pense que c'est un beau bâton de levier pour Jake Paul de dire à Dana White, regarde ce que j'ai entre les mains. Là. Je pense que apparemment que Ronda Rousey avait
appelé Dana White. Il y avait eu des contacts avec l'UFC pour organiser ce combat-là à l'UFC, que ça s'est pas concrétisé pour une raison ou pour une autre, par manque d'intérêt de l'UFC ou parce qu'on demandait trop cher. On le saura peut-être jamais. Mais je pense que quand... Tu sais, je le disais, le Ronda Rousey, c'est peut-être... Avec Conor McGregor, ça a été la plus grande vedette de l'histoire de la compagnie, probablement. Et là, de voir qu'une compagnie rivale, et surtout pour Paramount Plus, qui est un service de vidéo en ligne, qui vient de payer 1 milliard par année pour les droits de l'UFC. Et là, son compétiteur le plus important, Netflix, vient d'aller chercher la plus grande vedette, ou une des plus grandes vedettes de l'histoire pour son combat de retour. Je pense que les grands patrons de Paramount Plus n'étaient pas très, très contents de cette annonce-là. Puis j'imagine qu'on l'a fait savoir à Dana White et à ses associés à l'UFC. Ce qui me fait dire que Dana White n'a pas le choix présentement de réussir sa prochaine prise et de réussir son prochain événement, son gros événement signature de 2026, qui est l'UFC Maison-Blanche. Et il n'a pas le choix d'avoir un gars qui s'appelle Conor McGregor. La seule personne qui peut dépasser Ronda Rousey en termes de notoriété, c'est un gars qui s'appelle Conor McGregor, qui a d'ailleurs tweeté hier ou avant-hier, j'ai mon adversaire, j'ai accepté, j'ai une date, j'ai accepté, j'attends mon contrat. Il a retiré cette publication-là par la suite. Est-ce que tu es d'accord, Johan, de dire que l'UFC maintenant, la balle est dans le camp de McGregor, il a toutes les munitions, tous les outils de négociation dans son camp parce que l'UFC a besoin d'un gars comme lui là, cette année avec le retour de Ronda? Oui, complètement. Puis, tu sais, on oublie, mais Conor McGregor, il est pas si vieux que ça. Hein? Il est arrivé très jeune quand même à l'UFC. Il a fait de belles choses. Semble vraiment avoir repris un peu la possession de ses moyens. Je pense que, comme tu dis, les marges de négociation sont en sa faveur en ce moment. Il va pouvoir demander un peu ce qu'il veut. Je pense qu'il peut même essayer de trouver l'adversaire de son choix. Tu sais, comme tout est en sa faveur. Donc, une chose est certaine. Si on est en mesure de faire l'UFC à la Maison-Blanche, puis de mettre Conor McGregor sur cette carte-là, écoute, ça va être un des plus gros événements de l'histoire de l'UFC. Ça t'allume, retour de McGregor, toi, Joe? Ouais, c'est cool. Ben, on sait qu'il y a eu... Retour potentiel. C'est ça, on va attendre la confirmation, mais comme on sait qu'il y a eu des bouts durs un peu spéciales. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Puis là, bon, on a vu ressortir comme quoi qu'il commençait une route spirituelle avec il a fait trouver Jésus. Donc, tant mieux pour lui, et j'ai bien hâte de voir si le retour va se faire, puis comment que ça va, parce qu'on sait qu'il était flamboyant, lui aussi. Effectivement, à 100%. Donc, à suivre, mais des gros noms qui reviennent, on se croira en 2015, mais bref, c'est ça les arts martiaux mixtes. Les vedettes d'antan font un retour en 2026. On espère qu'ils vont être capables de livrer la marchandise. Un qui va vouloir livrer la marchandise, et on termine là-dessus, c'est Fred Duprat. On a officialisé son prochain combat. Il va affronter Ethan Goss le 28 mars prochain du côté de Pittsburgh à la PFL. Hâte de parler à Fred. On sait que son dernier combat était annulé à la dernière minute. Il était rendu à l'aéroport pour s'en aller en France. Son adversaire a dû déclarer forfait. Évidemment, très crève-cœur pour Fred Duprat. Ça devrait se passer. Ça va être occupé au mois de mars. Là. Le 27 mars, c'est la PFL. Toi, tu te bats le 27 le 27 aussi. Mm-hmm. Alors qu'on pitonne entre le combat de Jonathan Ramsey et celui de Fred Duprat. Puis il y a Samouraï aussi, en même temps aussi, à Laval. Ouais. Cette soirée-là. Donc, bref, les amateurs d'arts martiaux mixtes, entourez cette date-là. Puis préparez vos enregistreurs ou je sais pas trop parce que vous allez avoir des trucs à regarder en masse le 27 mars prochain. Jonathan, merci énormément d'être passé. Merci. Bon voyage, bonne route en Floride, sois prudent. Oui. Bon camp d'entraînement et on se reparle avant ton combat à CFFC. Merci beaucoup. Johan, n'oublie pas d'apprendre ton texte pour ton prochain gros rôle, mais surtout, bonne fin de camp d'entraînement. Puis on fait le podcast quand même la semaine prochaine ensemble, oui, alors que tu vas être en coupe de poids. J'ai hâte de voir comment tu vas être physiquement, mais je sais que tu vas être tout là, ici. À 2 jours, faut-il le rappeler, de ton combat contre Jordan Mein à Unified MMA. Merci à Phil en régie, merci à vous tous à la maison. Le SOS Podcast, présentation de Cube Radio. Vous pouvez nous regarder en audio sur Cube et sur toutes les plateformes et en vidéo sur le site de TVA Sport et sur la page YouTube de TVA Sport également. Je m'appelle Ben Baudouin. À bientôt tout le monde. Ciao. SOS Podcast!